Bon, écoutez, on va commencer. Écoutez, merci d'être présent pour cette première session. En tout cas, pour moi, c'est une première au DevFacil. Il y a beaucoup de personnes, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, merci d'être là, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va essayer de creuser ensemble le versionning des API REST. Alors, c'est un sujet un peu vague, il y a différentes manières de l'appréhender. Aujourd'hui, on va voir les impacts qu'on peut retrouver dans tout le cycle de développement logiciel et les solutions potentielles. Alors déjà, on va essayer de faire un peu connaissance. Qui fait du développement d'API ou qui les conçoit, les met en prod, d'API REST? Il y a quand même beaucoup de monde. Qui a déjà fait du versionning? Oh purée. Là, j'ai un peu la pression, mais bon, ça va bien se passer. Mais alors, je sais pas pour vous, celles et ceux qui ont fait du versionning d'API REST. Mais moi, la première fois que j'ai essayé de m'y mettre, j'étais un peu frustré. Parce que je regardais de la documentation, je voyais des ingénieurs avant-vente, je voyais des articles de blog, des vidéos, et c'était assez superficiel. On voyait les moyens de le faire, on voyait quelques moyens techniques, mais on ne voyait pas les impacts qu'on pouvait retrouver dans toute la chaîne de création d'un produit, de maintenance d'un produit. C'est ce que je vais essayer de vous apporter en me basant en tout cas sur des retours d'expérience que j'ai pu avoir sur des projets de différentes tailles. Alors avant d'aller plus loin, moi je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, développeur senior, couteau suisse à Worldline. Qui ne connaît pas Worldline dans la salle? Bon, très rapidement, on est le leader dans le monde du paiement. Il y a très fortes chances que quand vous faites un paiement carte bleue en ligne ou chez un commerçant, vous passiez par nos plateformes. Alors maintenant, pour illustrer mon propos, on va se baser sur l'histoire d'une start-up, d'une société qui veut créer une API. Alors, je n'ai pas beaucoup d'imagination, donc la société s'appelle My Bookstore Company, qui doit créer une application pour gérer des librairies, gérer des bibliothèques, enfin un stock de livres. Donc elle se base au début sur certaines specs, donc il y a le product owner qui dit voilà les fonctionnalités qu'on doit créer. Ça tombe bien, ils ont un premier client, donc ils développent pour leur premier client une première version de leur API. Donc l'API ici est toute simple. On est sur du CRUD, on a quelques fonctionnalités supplémentaires, mais ça ne va pas plus loin. Petit aparté, tous les exemples que je vous présenterai aujourd'hui sont basés sur un workshop que j'ai réalisé, qui est disponible sur GitHub. N'hésitez pas. Donc il y a le workshop, il y a la solution, il y a tout un workshop qui est complètement guidé. Si vous avez des remarques, si vous voyez des erreurs, et je pense qu'il y en aura, n'hésitez pas à me créer des issues, à me contacter, je suis preneur. Donc, revenons à notre histoire. My Bookstore Company a commencé à faire la conception, ils ont développé une API, ils sont partis en mode API first, ils ont fait leur Open API. Ensuite, ils ont développé une application, et d'abord ils l'ont conçue, ils ont fait un peu la vue de haut niveau. Donc là, on retrouve modèle C4. On va avoir deux types d'utilisateurs, des clients, des administrateurs. On a un système qui est le cœur de notre application, où là, on peut faire de la recherche, on peut créer des livres, etc. Et on a à côté une brique de sécurité, d'IAM, Identity Authorization Management. En quelques mots, c'est moi, Alexandre Touré, je m'identifie avec mon identifiant, mon mot de passe à ce système-là, et l'autorisation, ça va nous permettre de dire, moi, Alexandre Touré, j'ai le droit de faire telle ou telle fonctionnalité, en fonction d'un certain paramétrage. Maintenant, si on descend un peu, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Alors, les développeurs My Bookstore Company sont partis sur une architecture microservice. Bon, ça, c'était avant d'avoir lu l'article de Prime Video, sinon ils seraient partis sur du monolithe, bien évidemment. Et donc, ils ont développé deux services, deux microservices, qu'on pourra comme ça, Bookstore API, un serveur et SBN, on a une base de données Postgre. Ces services-là sont exposés au travers d'une API Gateway, qui est la porte d'entrée. On a un serveur de configuration. Le serveur de sécurité, l'IAM, on va retrouver là pour l'instant quelque chose qui va nous permettre de s'identifier et de nous fournir un jeton, JWT, JSON Web Token. Zipkin, ce n'est pas très important pour l'exemple aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir du distributed tracing pour de l'observabilité. Et là, ça y est, donc les développeurs commencent à travailler d'arrache-pied, ils travaillent sur la première version du client. Donc, pour l'instant, ça va, on n'a qu'un seul client. Dès que les développeurs fournissent une nouvelle version ou fournissent une évolution,
Le client l'intègre automatiquement, avec une boucle de feedback assez rapide. Pour l'instant, tout va bien. Pas besoin de faire versionning. À un moment donné, là, on va arriver avec des nouveaux clients, avec des nouvelles fonctionnalités qu'on va avoir. Et on va se retrouver avec un deuxième client, avec peut-être des fonctionnalités qui sont contradictoires, avec des changements qu'on va retrouver bloquants, qu'il va y avoir de la compatibilité ascendante, etc. Et là, on se dit, ça va être le bazar. Quels peuvent être les impacts de tout ça? On va avoir des impacts déjà sur toute la chaîne de livraison de notre application. Ça, c'est inévitable. On va avoir donc, par conséquence, des impacts sur l'intégration continue, sur l'organisation de notre code, sur la sécurité. Bref, on va avoir des problèmes de compatibilité ascendante. Et ça, ce n'est pas les API REST qui l'ont inventé, c'est logique dans la gestion des versionning. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. Et je vous propose de revenir déjà sur la V1, sur les premières itérations de ce qu'on va avoir. Donc la V1, c'est ni plus ni moins que notre première version d'API, la première mouture. Donc on a des get, des put, des post. Voilà. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Maintenant, les développeurs de MyBookstore Company se disent attendez, on va peut-être anticiper le versionning, on va peut-être faire, je ne sais pas, de l'optimisation a priori. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais se dire, déjà, la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de faire du versionning d'API? Est-ce que dans mon contexte, dans mon entreprise, est-ce qu'il y a nécessité? Ça, c'est une bonne question quand même à se dire. Maintenant, si on se dit qu'il y en a besoin, parce qu'on est fournisseur de services, qu'on a différents types de clients, qu'on va retrouver après avec MyBookstore Company, c'est comment gérer ce versionning? Par quels moyens? Et après, quels moyens, c'est combien de versions puis-je gérer en même temps? Est-ce que j'ai suffisamment de travail? Est-ce que j'ai suffisamment de développeurs pour pouvoir gérer tout ça? Est-ce que ma plateforme est compatible? Parce qu'on va déployer une plateforme, un monolithe, microservice ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut gérer du versionning là-dessus? C'est des questions à se poser déjà au préalable. Est-ce que ma gestion de conf, toute ma configuration, est-ce qu'elle est compatible? En tout cas, est-ce que je peux la rendre compatible? Quels sont les impacts également? Alors, il y a un truc que j'ai découvert tardivement. Par contre, ça fait un peu mal, c'est la sécurité. Parce que la sécurité peut y avoir aussi des impacts sur le versionning. Première question, c'est combien de versions concurrentes peut-on gérer? Alors, il y en a 2. Alors, dit comme ça, c'est pas énorme, mais franchement, c'est beaucoup. Hein. Déjà, gérer une version courante, une version dépréciée en même temps, et assurer la compatibilité ascendante, parce que les clients, par exemple, qui utilisent la version dépréciée, ils sont importants et ils ne vont pas bouger sur la version courante tout de suite. Ça fait déjà pas mal de boulot. Hein. Qu'est-ce qu'on versionne? Alors, si on reprend une application de type standard, monolithe, MVC, modèle view controller, le modèle, on est sur la base de données, l'accès à la persistance, couche d'accès aux données, le contrôleur, on est sur ce qu'on appelle la business layer, et la vue, l'interface graphique, la GUI, on va versionner les changements bloquants sur le contrat de service. Changement bloquant, je vais arriver dans un slide suivant. Est-ce que c'est contrat de service? Qu'est-ce que c'est? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un contrat de service? Bon, ok, d'accord. Je ne vais pas expliquer. Donc, ni plus ni moins, c'est comment on appelle notre service, avec quelles contraintes, et qu'est-ce qu'il nous donne en retour, et quelles sont les contraintes d'appel du service. Ça peut aller du payload jusqu'au nombre de hits par jour, par exemple, qu'on a le droit. On versionne cette couche d'appel là. On va versionner nos endpoint REST, la couche métier. Par contre, il y a aussi des impacts. On pourra le faire comme on veut, mais il y aura toujours des impacts sur les couches basses. Couche d'accès aux données, si on change des granularités entre objets, il y aura peut-être de la plomberie à faire, mais il va y avoir quand même du travail, inévitablement. L'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Vous changez de base de données, vous passez par exemple de Postgre à Mongo ou inversement. Moi, d'un point de vue client, c'est le même contrat de service. J'appelle mon API, j'ai un retour en fonction de tel paramètre. Ce qu'il y a sous le capot, je m'en fiche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un changement bloquant? J'ai trouvé un super... Alors, je mettrai les liens à la fin, et puis je publierai les slides sur Twitter après la présentation. Il y a une très bonne définition qui est donnée par GitHub. Et GitHub, il nous dit, voilà, les changements bloquants, on supprime une opération entière, on renomme un paramètre obligatoire, un autre paramètre,
On ajoute des paramètres obligatoires, on change le type d'un paramètre, on change l'autorisation, l'identification. Et toutes ces exigences-là. Qu'est-ce que c'est quelque chose de non bloquant, où on n'aura pas forcément besoin de versionning? Déjà, on ajoute une opération, ça, il n'y a pas besoin. On ajoute un paramètre optionnel, on ajoute des champs en retour. On n'aura pas forcément besoin de versionning. Alors maintenant, un exemple de changement bloquant. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va arriver, qu'on va aborder tout à l'heure. On a un champ auteur qui devient une liste d'auteurs. On change de granularité. C'est-à-dire qu'on était sur un seul auteur par livre. Là, on n'est plus sur des livres scientifiques où il y a une liste d'auteurs à chaque fois. Si vous développez, par exemple, en Java, une couche d'appel, on voit bien que tout est cassé, quoi, quasiment au premier appel. Là, on est réellement sur un changement bloquant. Maintenant, les changements bloquants, c'est là où c'est intéressant. C'est là où peut-être aussi c'est intéressant de bien segmenter vos API pour maîtriser leur évolution. C'est vous pouvez le faire sans versionning. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui est conseillé de faire au début le plus possible. Un exemple de changement non bloquant, c'est que nous, dans notre livre, on va rajouter une fonctionnalité et un champ qui doit demander le résumé d'un livre, excerpt. On voit qu'on a un champ excerpt dans le DTO, une opération supplémentaire. Ça, moi, je suis un client qui utilise l'API, mais publié il y a un mois, je n'ai pas connaissance de ce champ-là. Il n'y a pas de problème, hein. Ça passera à la trappe, mais vu que j'en ai pas l'utilité, je pourrais utiliser quand même mon API. Maintenant, question, comment spécifier une version? Alors, il y a différentes. C'est ça que vous retrouvez la plupart du temps dans des articles, dans de la documentation. Alors, il y a différentes manières. La première, c'est l'URL, de mettre dans le pass à la racine une URL. Alors, on ne s'amuse pas à faire v1/books, par exemple, /v2/numbers, etc. Non, on ne versionne pas les objets, on versionne l'API en général. On essaie d'avoir quelque chose de cohérent. Si on se souvenait du diagramme que j'ai présenté, on essaie d'avoir une version cohérente de toute notre API pour donner quelque chose au client qui ait du sens. On a le header HTTP qui est possible. Alors autant moi j'aime bien le URL parce que je trouve que c'est direct, ça force le client à se poser la question de la version. Maintenant le header HTTP, ce qui est pratique, c'est que ça vous permet d'avoir une version par défaut et de la forcer. Vous pouvez dire, mon client, voilà, si tu n'envoies pas cette version-là, un ID de version, tu auras toujours la dernière version, tu auras la version courante. Autant que là, avec l'URL, le client, ça lui impose quand même de mettre à jour ses endpoints et sa couche d'appel. Alors enfin, ça, je vous l'ai mis pour l'historique, c'est le content type. J'ai jamais été très fan. C'est-à-dire que c'est dans le content type, on met dans le champ accept, dans l'header accept, pardon, du JSON, mais on indique aussi la version. Et j'étais pas tout seul là-dessus, parce que depuis un an ou deux, il y a une RFC, alors la RFC 9110, j'ai découvert ça récemment d'ailleurs, qui dit en substance, arrêtez de faire n'importe quoi avec le champ accept, avec l'header accept, donc mettez que des valeurs qui sont standardisées, en résumé. De toute façon, moi, à titre personnel, je trouvais que c'était vraiment pas très clair de mettre la version dans ce champ-là. Donc maintenant, où est-ce qu'on va porter notre API? Où est-ce qu'on va porter les versions de notre API dans notre architecture? Déjà, on va la porter sur la gateway. Pourquoi? Parce que c'est notre porte d'entrée, qu'à un moment donné, il va bien falloir faire un routage pour dire V1, V2, avec des backends différents comme on va avoir tout à l'heure. La question à se poser, c'est oui, mais mes services tiers, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je leur fais porter la version d'une manière ou d'une autre? Est-ce que chaque backend a à la racine aussi V1, V2 ou faire le routage seulement par l'API Gateway? Ça, c'est des questions à se poser. Personnellement, moi, la version, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est quand on travaille avec des conteneurs, avec du Docker par exemple, elle est portée par la version de notre image Docker. Donc on a la version qui va être cohérente, enfin, qui va correspondre à notre version d'API. Et c'est la gateway qui va router en fonction de chaque conteneur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pourquoi faire ça? C'est que ça vous évite de la maintenance, tout simplement, dans le code. Alors, qu'est-ce que font les grands du web d'ailleurs? Parce que bon, c'est pas moi qui ai inventé le versionning. D'ailleurs, il y en a tellement qui en font dans la salle que ça, vous le saviez déjà. Google, eux, ils mettent la version dans l'URL.
c'est clair. Le changement de version représente des changements bloquants. Ils publient des roadmaps, ils publient des changelogs, et ils leur disent attention, cette version est dépréciée à telle date. Passé telle date, vous n'y avez plus accès. Et c'est à vous, charge à vous, de vous mettre en ordre de marche pour suivre leur cycle de release. Après, tout le monde n'est pas Google. Spotify, ils spécifient la version dans l'URL aussi. Ils sont toujours à la V1. C'est-à-dire qu'eux, ils ont mis, c'est ce qu'on va voir, ils mettent une V1, ils ont mis les bases. Ils ont dû rajouter des changements, non bloquants, et puis ils sont toujours restés à la V1. D'accord ? Enfin, GitHub. Alors GitHub, eux, ils mettent ça dans un header. Vous allez avoir, si vous cliquez sur l'URL que je vous ai donné, vous enlevez la version, vous allez voir, il y a une version par défaut qui est mise à chaque fois, et vous pouvez utiliser le header xGitHub API version. Alors maintenant, on commence à voir que l'API, notamment au travers de l'histoire de My Bookstore Company, ça va commencer à être un peu compliqué quand même. Et on se dit, est-ce qu'on peut repousser l'utilisation du versionning tout en étant un peu les bases, déjà pour se prémunir, pour dire, tiens, on ne l'en fait pas tout de suite, un peu comme Spotify, on ne le fait pas tout de suite, mais on pose déjà les bases pour le faire a posteriori. Oui, c'est possible, faites-le. Moi, c'est ce que j'ai fait par le passé. Je mettais une V1, et puis tant qu'on n'avait pas besoin, tant qu'on n'était pas en situation, c'était des API internes, on est resté sur la V1, on a fait les mises à jour. D'accord ? Il y a même des API qui sont toujours restés en V1, et c'est bien passé. Alors, comment on fait ? Un exemple, si vous êtes sur une description d'OpenAPI, là, on met à la racine la V1, on laisse les ressources tranquilles. Ça permet de limiter la maintenance, ça permettait aussi de limiter les évolutions côté client, c'est quand même beaucoup plus simple. Et aussi côté serveur. Alors maintenant, on va revenir sur notre histoire avec My Bookstore Company. Parce que My Bookstore Company, il n'y a pas que des développeurs, il y a aussi des vendeurs. C'est-à-dire que les développeurs, ils commencent à travailler pour la V1 avec un client. Ce client leur demande des nouvelles fonctionnalités, jusque-là tout va bien. Et passer un certain niveau où ils arrivent sur le plateau de productivité, la prise en compte de ces nouvelles API, elle est un peu plus longue. Ce qui est normal. Et les vendeurs, eux, ils ont trouvé 2 clients. Alors, interne, externe, tout dépend de la taille de votre client final. Et ce deuxième client, il dit « Ouais, votre API, elle est sympa, j'aime bien, mais j'ai besoin de fonctionnalités supplémentaires. J'ai besoin de choses qui vont au-delà de ce que vous faites. » Et là, c'est là que ça va commencer. C'est là qu'on se dit, il va y avoir des problèmes, on va commencer à un peu se prendre la tête sur la gestion de projet, on va commencer à un peu se prendre la tête sur l'organisation des développements, etc. Et on sent que ça va être compliqué. Dès qu'on a un peu de bouteille, on sent que ça va être un peu compliqué. Alors la fonctionnalité majeure attendue, alors majeure entre guillemets, attendue dans cette version, c'est d'avoir une liste de livres. Autant le premier client, il était plus sur des livres tels que des nouvelles, des romans, etc., où on a habituellement un auteur. Là, on est plus sur des livres scientifiques, informatiques, où on a 2, 3 auteurs pour chaque ouvrage. Et là, on se dit, première analyse, ok, bon, le contrat de service, il est rompu, ça, c'est acté. Clairement, le nouveau client, ça change, l'OpenAPI change, la manière d'utiliser l'API, elle change. Il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas un grand niveau de technicité pour savoir que la base de données risque aussi d'évoluer. Si on est sur du relationnel, ça va évoluer. Bref, on va avoir aussi des compatibilités avec la V1, parce qu'on n'a qu'une seule base de données qui va être partagée entre nos différentes versions. C'est là que ça va commencer à être drôle. Donc comment ça va se traduire ? Tout ça dans notre architecture. Déjà, on va avoir 2 versions. Comme je vous ai dit, la gateway représente notre porte d'entrée. Donc on a V1, V2. Elle va exposer 2 routes différentes, V1, V2. Là, on est sur des technologies qui sont beaucoup plus modulaires, qui, à mon sens, sont plus adaptées sur le versionning des API REST. Et on va charger un conteneur, un runtime déprécié, un runtime courant, la V1, la V2. Quand je dis un runtime, ça va être... c'est un conteneur Docker, si vous êtes sur du Kubernetes, ça va être un déploiement supplément avec une image Docker de travers d'un déploiement. Si vous êtes que du fat jar, ça va être un jar différent, etc. dans l'univers Java. Voilà, ça peut être plein de choses.
Et là, on se rend compte que l'appel vers les couches tierces, donc les services tiers, alors je l'ai mis ici, ça peut être la base de données. Si vous avez des services tiers aussi, ça peut être un peu problématique. Là, c'est là où on peut un peu se casser la figure. En tout cas, prendre du temps. Alors déjà, la base de données. On voit que la base de données, on va avoir un changement de granularité. On a un auteur, on passe sur des listes d'auteurs. Donc si on est sur du relationnel, bon, très simple, on se souvient de nos cours, on passe sur des relations MN avec des tables de jointure, etc. Une solution qu'on pourrait trouver pour ça, ça pourrait se dire, bah tiens, on va passer sur du mode document. On va passer sur une base de données document, comme ça, bon, c'est dynamique, en tout cas dans le stockage. Bon, là, on va rester quand même sur le relationnel. Question aussi à se poser, c'est ok, de toute façon, mes deux clients ils sont indépendants, c'est deux versions indépendantes, donc ça peut être deux bases indépendantes. S'il n'y a pas à synchroniser les deux bases, tout va bien. S'il y a à synchroniser les deux bases, là, je vous le déconseille. C'est faisable, on peut y arriver. Est-ce que le retour sur investissement va être évident? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aborder le versionning des API, mais en partant du code, en partant de voir les impacts du code, jusqu'à un peu ce qu'on peut retrouver en production. Alors, avant de vous lancer dans le versionning des API, pour dire c'est simple, je mets juste un V1 ou un header, un envoyé et c'est plié. Il faut vous dire que ce n'est pas juste de l'OpenAPI, ce n'est pas juste du code, ça va couvrir tout votre cycle de développement logiciel. Et quand je dis tout le cycle, ça part même du fonctionnel, de la définition de vos releases, la définition des fonctionnalités que vous y apportez, du management que vous allez avoir là-dessus. Et si vous ne le prenez pas en compte là-dessus, si vous ne prenez pas en compte le versionning dans toute votre gestion de projet, dans toute votre organisation, bah, vous pouvez casser toutes vos stratégies. Vous aurez beau faire la meilleure stratégie de versionning du monde, bah, elle peut casser si un manager, ou un chef de projet, ou n'importe qui, fait quelque chose qui est complètement contradictoire et qu'il l'a vendu avec le client. Alors là, on va se pencher sur l'organisation d'un repo Git. C'est basé sur du Gitflow. Nous, on fait du Gitflow dans l'équipe où je suis. Alors oui, Gitflow, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué. Maintenant, je vous dirais, quand vous en êtes arrivé à faire du versionning d'API REST, ça peut vous aider, en tout cas. Peut-être que vous pouvez l'adopter aussi. Là, on a deux... Tout le monde connaît Gitflow? Qui ne connaît pas? Alors, Gitflow, en résumé, c'est une organisation de vos repos Git avec des branches. Et il y a un workflow qui est fait entre ces branches qui vont permettre de promouvoir des fonctionnalités jusqu'à la production. Donc, on a des branches main qui sont l'image de votre production. Donc là, on a deux productions. Si vous vous souvenez, on a une version dépréciée, une version normale, courante. Donc là, il faut bien penser qu'on a potentiellement deux productions. On va avoir des hotfix qui vont nous permettre de corriger des bugs en production et qui seront mergés ensuite dans la branche de production. Ensuite, vous allez développer des nouvelles fonctionnalités, ce qu'on appelle des features, dans des branches dédiées, qui seront mergées après dans des branches develop. Et là aussi, on peut se dire qu'on peut avoir deux branches develop. Parce qu'il y a deux images de développement avec des versions en parallèle qu'on ne peut pas forcément juste faire des hotfix. Enfin, en tout cas, politiquement, ce n'est pas possible. Et enfin, vous avez, à partir de votre develop, vous pouvez créer des releases. D'accord? Donc ces releases vont se matérialiser par une branche, aussi par des tags. Et pour chaque branche avec Gitflow, ce qui est bien, si vous utilisez GitLab, par exemple, moi c'est ce que j'utilise au quotidien, vous lancez des pipelines pour chaque branche qui vont permettre de créer vos livrables. Il y a de très bons articles où je conseille la doc d'Atlassian si vous voulez creuser un peu ces workflows-là. Donc là, on va développer une feature, sur la feature qu'on doit travailler, notre feature majeure tant attendue. On va la merger dans la branche develop, on va créer une release. Et ensuite, on va la déployer, ça va nous faire notre version, l'évolution de notre version 2.1 avec notre version d'API. Jusque-là, normal. Maintenant, il faut bien le prendre en compte. On n'a qu'une seule base de données. On va partir du principe qu'on n'a qu'une seule base de données. Donc, il faut arriver à faire un peu de mécanique qui nous permette de répercuter ça dans la version précédente. Donc, on va réaliser... Allez, on a fait les commits assez intelligemment. Donc, on va faire un cherry pick, on va faire une nouvelle branche feature, on va l'intégrer dans cette feature-là. On va créer une nouvelle branche, on va merger ça dans notre branche develop pour la branche dépréciée. On va créer une nouvelle release, parce que c'est un binaire qu'on doit créer.
Donc là, on a assuré la compatibilité ascendante. On a déployé ça dans notre version précédente. On a 2 versions en concurrence. Et on a assuré la compatibilité ascendante entre nos 2 versions. Alors vous aurez deviné que ces 2 étapes-là, c'est là où vous allez passer le plus de temps, clairement. Et c'est très compliqué. Et nous, on passe des fois du temps avec des développeurs sur des très très gros projets où il y a des équipes en parallèle. Parce que bien évidemment, quand vous arrivez sur ce genre de problème, la solution, c'est de mettre des équipes en parallèle et on se dit, bah tiens, on va merger régulièrement toutes les fonctionnalités qu'on fait pour garantir la compatibilité. Mais là, vous perdez du temps. Voilà, ça peut être très très compliqué. Et il n'y a pas de solution magique, si ce n'est bien organiser vos commits et faire ça de manière très très, très claire pour identifier les breaking changes. Maintenant, quid de la configuration? Quand vous faites une version 1, version 2, généralement, il va y avoir du paramétrage qui va être comment dire, adossé à ces versions-là. Donc là, ici, c'est assez simple. Alors, j'ai pris un cas, c'est un serveur de configuration. Si vous êtes sur du Kubernetes, vous pouvez travailler autre chose. Vous pouvez utiliser des config maps, par exemple, ça marche très très bien. Et il faut bien se dire qu'on doit porter la configuration, on doit porter la version aussi dans la configuration. Il y a un impact. Alors s'il n'y en a pas, tant mieux pour vous, mais au moins il faut se poser la question. Alors quid des livrables, nos back-end? Bon, ça va être porté par les livrables. Donc, comme vous avez vu dans le workflow Git, on crée chaque binaire, une image Docker, un jar, ça peut être un zip si vous faites du Node. Ici, il y a une conf à l'intérieur, ça va être porté par le livrable directement. Donc il y a pas, là-dessus, on est plutôt serein. Et il y aura aussi la base de données. Eh oui, alors la base de données, parce que là, on a vu notre fonctionnalité, elle impacte aussi la base, indirectement. Donc il faut y penser. Un exemple avec Spring Cloud Config, si vous faites... alors je suis désolé, il y a beaucoup de Java, mais est-ce qu'on ne se refait pas avec Spring Cloud Config, on voit que là, j'ai utilisé la configuration, qu'elle a adossé une version. Alors dans le TP, dans le workflow dans le workshop que j'ai réalisé, j'ai fait le truc, la configuration la plus simple du monde, hein, c'est sur un système de fichiers. Et là, on voit que ma configuration, elle porte aussi l'appel à d'autres services. Il faut spécifier aussi la version. Donc là, c'est là qu'on voit l'impact d'une configuration, l'impact du versionning dans la conf. En résumé, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un livrable par branche et tag. C'est-à-dire que là, on voit que les jars, les zips, les chartem, si vous faites du cube, les images Docker sont impactées. D'accord? Alors, ça ne sera peut-être pas le même nommage, mais il faut vous dire, voilà, ma V1 de mon API, c'est tel livrable, etc. Il faut avoir cette cartographie-là en tête. Et encore mieux, il faut la marquer. Il faut l'écrire quelque part. Ensuite, la configuration. Ça va être de manière dynamique. Alors, vous pouvez utiliser des serveurs de conf. Ça peut être statique, avec des config maps. Ça peut être d'autres choses, hein, selon votre environnement. Mais il faut penser à la configuration, c'est très important. Ensuite, les scripts, une base de données, tout ce qui est, faut y penser, que le versionning, ça peut les impacter. Alors si ça ne les impacte pas, tant mieux, mais vous pouvez y arriver. Donc maintenant, on va essayer de déployer nos API. Moi, ce que je recommande, en tout cas, c'est d'avoir un environnement d'exécution. Alors, un environnement d'exécution, ça va être un conteneur Docker, ça va être un Fadjar, ça va être un serveur Node, par exemple, etc. Par version. Pourquoi faire ça? Parce que quand vous voulez passer d'une version à l'autre, passer votre version courante en déprécier, en rajouter une autre, c'est quasi transparent pour les clients, quoi. Et toute la gestion des versions, elle est pilotée par l'API Gateway. D'accord? En termes de responsabilité, vous avez bien séparé les responsabilités. Rendre le service d'un côté, exposer, gérer le routage en fonction des versions par l'API Gateway. Alors là, maintenant, donc il y a des questions. Là, vous vous dites, OK, vous êtes bien gentil. Sur PowerPoint, ça fonctionne bien. Il y a deux runtime en parallèle avec 2 versions courantes. Mais ça fait potentiellement 2 fois plus cher. Parce qu'on a 2 exécutions. Et si on voit en production, là, il y a deux environnements d'exécution parallèles. Oui, ça peut potentiellement faire 2 fois plus cher. Maintenant, il faut le mettre au regard de du temps de maintenance, de la cohérence, des bugs potentiels. Alors là, si vous voyez pas mal je vais pas dire, on va dire, de personnes, advocates ou avant-vente, etc., qui nous disent pas de souci,
Vous n'avez qu'un seul back-end, et l'API Gateway va faire le routage, va faire la transformation, vous avez votre V2, V1, il y a des transformations qui vont se mettre dans l'API Gateway, et ça va se passer tout seul, ce qui fait que vous n'avez qu'un seul back-end, et nous, on gère la transformation. On gère les requêtes, les réponses, sans problème. Alors oui, sur le papier, en POC, ça peut marcher. Maintenant, je vous le déconseille, fortement. Pourquoi? Parce que ça équivaut à mettre du métier dans l'API Gateway. Et en résumé, c'est mal. Voilà, faut pas le faire. En termes de bugs, en termes d'évolution, c'est une catastrophe. Enfin, c'est vraiment une prise de tête. Hein. Pour l'avoir fait, pour essayer de rendre service à un moment donné sur un projet, on s'en est mordu les doigts a posteriori. Maintenant, si vous allez voir les développeurs qui vont dire « Ok, bon, Gitflow, t'es bien gentil, mais c'est compliqué, il y a des branches partout, il faut que je fasse des cherry pick, il faut que je récupère des merges, je passe mon mercredi à faire tous les merges. » Moi, je préférais avoir tout dans une branche et tout dans mon IDE, et le versionning, c'est mes packages. Enfin, ce sont mes packages, pardon. Ouais, évitez aussi. Clairement. Je l'ai fait par le passé. Alors, pour l'avoir fait, hein, il y a très très longtemps, c'était même pas des API REST, c'était du SOAP à l'époque. Je l'ai fait aussi avec des API REST. Bah là, c'est simple, hein, vous faites évoluer, vous corrigez un bug en V1, il faut tester aussi la V2. Hein. C'est-à-dire que votre livrable, il va porter les deux versions d'API. Alors, il faut déjà s'assurer qu'il n'y a pas de perte de, comment dire, quand vous redéployez, il n'y a pas de perte de connexion, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais potentiellement, à chaque version, à chaque problème que vous récupérez, à chaque évolution de votre API, bah, vous n'avez pas d'indépendance. C'est-à-dire que vous déployez à chaque fois tout. Et c'est là où ça devient problématique. Maintenant, quand on arrive en production, un truc qui peut être intéressant, c'est de savoir qui utilise chaque version de votre API. Parce qu'on va arriver, dire voilà, moi, le client, moi, j'ai besoin de cette nouvelle fonctionnalité-là. On revient dans notre histoire. On a développé la liste des auteurs pour notre deuxième client. Le premier client, ah oui, moi, je la veux absolument. Après, premier point, on pourrait dire, bah non, passer à la V2. Non, non, je ne peux pas, j'ai besoin de la rétrocompatibilité, etc. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des tableaux de bord, donc avec Kibana par exemple. Identifier chaque client par une API key. Donc ça, bon, c'est standard dans le monde des API. Et ça va vous permettre déjà d'une part de mieux anticiper le décommissionnement des versions dépréciées. Donc ça veut dire qui utilise mon API. Ça va vous permettre aussi de dire, attendez, monsieur le client, vous me demandez de faire le rétroportage, vous l'utilisez quasiment plus, il y a 80% de vos clients qui utilisent déjà la V2. Peut-être que la V1, on peut déjà la supprimer pour ce client-là. Et ça, vous ne pourrez le savoir que si vous mettez en place de l'observabilité. D'accord ? Déjà pour vous, ça va te permettre de dire est-ce que la dépréciation, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que je peux la supprimer tout de suite ou pas? Et ça va vous permettre de mieux prévoir vos changelog et vos roadmaps. Enfin, ce qu'il faut penser, une fois que vous aurez défini votre stratégie de versionning, c'est de communiquer. Communiquer à vos partenaires pour dire quelle est ma stratégie de versionning, avec les roadmaps, les changelogs, pour dire voilà, on fournit une version, vous avez une version dépréciée, vous avez 6 mois, 1 an pour passer à la version courante, et aussi faites-le en interne. Très important. C'est ce que je vous ai dit en préambule de ce chapitre. Si en termes de stratégie, gestion de projet, organisation de vos fonctionnalités, c'est contradictoire avec le versionning que vous voulez mettre en place, ça va passer à la trappe. Il y aura des problèmes. Pensez à la communication, même en interne, pour dire voilà, aux développeurs, aux chefs de projet, même aux managers, en fonction de vos organisations, bien évidemment. Et ce que vous pouvez faire, également, pour vos partenaires, c'est d'indiquer dans les headers de vos réponses que votre API est dépréciée. Alors ça, c'est un plus, c'est un bonus. Ça ne vous empêche pas de faire des roadmaps, ça ne vous empêche pas de communiquer si vous avez un partenaire, ça ne vous empêche pas non plus d'envoyer des mails. Mais vous pouvez mettre dans header, voilà, attention, c'est l'API que vous utilisez avec telle version, elle est dépréciée. Il y a un lien, vous pouvez vous connecter. Ça ne coûte pas très cher, mais ça offre un peu plus de lisibilité aux clients.
Alors, un point que j'ai découvert assez tardivement, et c'était sur un très gros projet, c'est la sécurité. Alors, la sécurité, ça peut être un changement, on peut avoir des changements bloquants en sécurité. Alors, si on revient un peu sur notre API, sur notre application, bah, on voit que on utilise les standards actuels du marché, c'est-à-dire que les IAM, la brique de sécurité, utilise OAuth v2 pour de l'autorisation, pour de l'habilitation. Et on utilise l'identification, on va utiliser pour l'identification, on va utiliser OpenID Connect, qui lui-même se base sur OAuth v2. Alors, généralement, je ne vais pas faire un cours sur ces deux-là parce qu'il me faudrait plus d'une journée, mais généralement, pour autoriser des utilisateurs, on va appliquer ce qu'on appelle des policies, une politique de sécurité. Très rapidement, vous avez, avec différents types de modèles, Role-Based Access Control, Attribute-Based Access Control. Role-Based Access Control est plus sur des ensembles fonctionnels ou alors de l'organisation, où on va mapper des utilisateurs d'un côté et des permissions de l'autre, et ça va nous donner des rôles. Je synthétise fortement. On est d'accord. Comment ça s'articule dans notre architecture? Là, on voit que tous nos rôles, ils vont être contrôlés déjà, d'une part, dans la gateway. Dans la gateway, on va se dire, est-ce que la personne qui veut utiliser cette API-là, cet endpoint-là, est-ce qu'elle a ce rôle-là? Alors, comment on fait pour le savoir? Une fois qu'on s'est identifié, on a demandé un jeton, ça peut être en une fois ou deux fois selon votre solution, vous avez dans votre jeton des rôles. Si vous utilisez du Keycloak, vous avez des attributs aussi. Et c'est grâce à ça qu'on pourra se dire, tiens, est-ce que mon utilisateur il est autorisé à se connecter à telle fonctionnalité? Et si vous avez un modèle de sécurité un peu plus compliqué, comme c'est le cas pour moi actuellement, chaque backend aussi valide le jeton. Pour dire, oui, vous voulez utiliser cette fonctionnalité-là, mais en plus, il y a des ressources, d'autres attributs qui font que, est-ce que vous avez vraiment les droits? C'est là où ça va être, c'est là où ça peut être très compliqué. Autant quand c'est centralisé, on a un peu la main. Quand on arrive sur des choses qui sont un peu plus distribuées, qu'on doit répercuter les politiques de sécurité un peu partout, le versionning peut avoir un impact. Donc maintenant, revenons dans notre histoire sur My Bookstore Company, sur la V2. On se dit, tiens, il y a une nouvelle fonctionnalité. Déjà, la gestion des auteurs. Donc ça va faire un droit supplémentaire, avec une permission supplémentaire. On va rajouter un rôle, gestionnaire d'auteur, je n'ai pas beaucoup d'imagination, et on a cette nouvelle fonctionnalité-là. Alors ça, ce n'est pas un changement bloquant, on est d'accord. On rajoute une nouvelle, autant quand on rajoutait une nouvelle opération, on rajoutait un nouveau champ, bon, ce n'était pas bloquant, c'est pareil pour les politiques de sécurité. Par contre, si on se dit que, tiens, on va supprimer une permission, et qu'il y aura un impact, là oui, là ça va être bloquant. Parce que ça va mettre à mal tout notre modèle d'habilitation et la manière dont on l'utiliser dans les API dépréciés. Donc quels vont être les impacts en résumé? On revient toujours sur notre architecture. Là on voit qu'il y a un impact déjà dans la gateway. Il va falloir prendre ça en considération. Là pour la liste d'auteurs, il n'y avait pas d'impact. On voit aussi toujours pas d'impact sur ce qu'on avait déjà, l'ajout des listes d'auteurs, mais sur la recherche, la nouvelle politique de sécurité, il y aura quelque chose en impact. C'est un changement bloquant qu'il va falloir traiter dans les API tiers, dans les backends. Et il faut mettre en place... Alors là, il n'y a pas de solution magique, malheureusement, parce qu'en fonction des outils que vous allez utiliser, vous n'aurez pas forcément les mêmes pratiques. Et en fonction même de vos clients, des exigences. Nous, ce qu'on est arrivé à faire alors c'est un très très gros projet avec beaucoup d'API, beaucoup d'endpoints, avec des politiques de sécurité qui sont assez complexes, c'est qu'on avait mis en place des serveurs et en plus on avait de la fédération d'identité, donc, pour rajouter à ça, c'est qu'on a plusieurs SSO qui étaient fédérés. On a mis en place des serveurs de politique de sécurité. C'est-à-dire qu'on a mis 2 serveurs de policy. Et on en est arrivé à se dire, le plus simple, parce que c'était des serveurs, c'était basé sur à l'époque, c'était basé sur du Node.js, donc c'était des conteneurs assez légers, qui répondaient très vite, avec du Casbin derrière. On a 2 serveurs de politique de sécurité, pour la V1, la V2, version courante. Et on a tous des outillages qui nous permettent de déployer ça assez rapidement. Et ça permet à chaque backend
d'interroger, soit avec le jeton, donc on va introspecter le jeton, oui, tu as le droit de faire ça, etc. Ou alors au démarrage pour charger, en fonction de la criticité du service, au démarrage du service, de charger ça dans un fichier, et ça permet de valider en local. C'est des choses que vous pouvez arriver à faire. Alors ça ne m'est pas arrivé souvent, hein. Pour être tout à fait honnête, ça m'est arrivé une seule fois, parce que le projet faisait que c'était très très complexe à gérer. Généralement, vous n'y arrivez pas à cet extrême, hein. Enfin, j'espère pas pour vous en tout cas. Alors un exemple, si vous faites du Java, du Spring, Spring Security, Spring Boot, Spring Security, un exemple que vous pouvez faire, ça c'est dans le workshop, où c'est de dire, bah voilà, vous pouvez autoriser. Par exemple, on prend la première ligne ici. Pour avoir le compte du nombre de livres, bah, il faut avoir une autorité, il faut avoir un droit, book 1, V1, read. Et là, on a porté dans des scopes, dans des entêtes, la version de notre API. Et on est capable de segmenter. C'est-à-dire que si on essaie d'avoir la V2, par exemple, on ne pourra pas le faire, même si on est identifié. D'accord? Parce que si on est ici, bah, par exemple, là, c'est la V2. Donc c'est deux droits complètement différents. Vous pouvez segmenter aussi vos API grâce aux autorisations. Donc en résumé, bah, il pourra y avoir des changements bloquants dans les API, c'est possible. Des changements bloquants dans les policies, pardon, c'est possible. Il y a des outils, donc vous utilisez Keycloak, vous utilisez Casbin, ne pas hésiter à la versionner, il faut y penser. Un exemple qu'on pourra trouver tout bêtement, c'est Bookadmin V1 par exemple. Je n'ai pas beaucoup d'imagination non plus là-dessus. Alors maintenant en conclusion, pour vos futures API, si vous êtes un peu comme My Bookstore Company, de se dire voilà, je vais devoir j'ai des API, j'ai plusieurs clients, je dois les intégrer, gérer des changements bloquants ou pas. Alors, dans un premier temps, évitez le versionning. C'est un peu contradictoire avec la présentation, je suis d'accord, mais essayez de repousser la complexité. C'est toujours une bonne pratique en développement de repousser la complexité. On va faire simple au début, ça fait un peu écho à la keynote de tout à l'heure. Faites simple au début, hein, le plus simple possible. Ça ne vous empêche pas de mettre peut-être aussi les bases. Par exemple, vous mettez les CV1 comme Spotify. Essayez d'identifier les breaking changes, les changements bloquants, essayez de les faire. Essayez aussi peut-être les contourner dans votre gestion de projet. Voilà. Attention, ça c'est un changement bloquant dans mon API. Quand on voit tous les impacts que peut avoir le versionning, si on a juste un cadencement projet qui permet de nous l'éviter, ben, c'est pas plus mal. Et de travailler sur la modularité des API, très important. Plus vous aurez des API un peu modulaires, bah, plus vous maîtriserez les changements que vous pourrez faire et les évolutions. Mais ça, ce n'est pas valable que pour les API, pour le logiciel aussi. Ensuite, observez. Parce que vous allez maîtriser l'utilisation de vos API et maîtriser l'utilisation de vos versions. C'est essentiel. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, pensez le versionning de manière globale. D'accord ? On n'est pas que sur l'OpenAPI, on n'est pas que sur du dev. Hein. Ça atteint, mais ça touche à toutes les strates. De la conception, de la gestion de projet jusqu'à la production. Et enfin, communiquer, n'hésitez pas. C'est très important que tout le monde comprenne ce que vous avez en tête. Si vous souhaitez aller plus loin, bah, n'hésitez pas. Moi, j'avais fait un article sur... Alors, ça fait un peu autopromo, mais j'ai fait un article sur mon blog également qui explique un peu tout ça, qui a tout... Bon, j'ai mis à plat tout ce qu'il y avait dans la conférence, hein, tout simplement. Il y a le doc de GitHub qui est très bien fait. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment quelque chose... Nous, on s'est même basé en interne là-dessus, hein, sur le versionning. On n'a pas encore trouvé beaucoup mieux. Mais merci beaucoup, en tout cas. J'ai fini. Et bah voilà. Si vous avez des retours, si vous avez des avis, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à flasher ce QR code. C'est sur l'open feedback de la conférence. Et bon, en tout cas, ça me sert. En tout cas. Merci. Alors, il reste 5 minutes. Si vous avez des questions, ou après, je reste là jusqu'à dans l'après-midi. Ah. Bonjour, merci pour la conférence. Comment ça se passe quand l'application, en plus d'avoir des interconnexions HTTP, fait du Kafka ou de l'événementiel? Ouais, c'est une question piège. Alors, nous, justement, ça fait marrant parce que nous, on est en train de traiter ça avec du messaging également. Il faut versionner aussi. Hein.
En fait, tu es obligé de versionner, de porter. Alors, nous, c'est sur du RTMIS, donc ActiveMQ. On porte les versions sur le message. On dit c'est V1, V2, etc. sur le payload. Alors, si on peut l'éviter, c'est pareil. Si on peut fournir la couche d'abstraction qui permet de l'éviter en back-office, oui. Maintenant, on porte ça dans le message. On aurait pu le porter dans le nom de la queue aussi, mais on a trouvé plus simple de porter dans le message, quoi. Ça te va Merci. Oui. Merci pour la présentation. J'ai une petite question. On a un peu l'impression que finalement, dès qu'il y a un breaking change sur une API, il faut faire tourner une nouvelle instance d'un service. Dans l'exemple que vous avez donné, qui j'imagine est volontairement un peu simpliste, un auteur passe de simple à multiple, est-ce que quand même, des fois, c'est pas plus malin de se dire je vais gérer ma V1 dans ma V2 quand j'ai des passages V1, V2 qui finalement sont assez simples dans certains cas. C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible. Après, tout dépend de la taille du... Enfin, tout dépend de l'isolation qu'on veut donner, tout dépend aussi des SLA qu'on a, enfin des SLA, des exigences qualité de service par rapport à chaque client, etc. Enfin, il faut peser le pour et le contre, mais oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avoir chaque back-end qui soit complètement indépendant, qui porte sa version, qu'on puisse le popper, le scaler indépendamment, etc. Enfin, ça va faire une réponse d'architecte, mais ça dépend, voilà, ça dépend de plein de critères. Mais oui, oui, voilà. Merci. Merci. Bah tiens, il y a une autre. Bonjour. Oui. J'ai un peu la même question, peut-être. Il y a des composants, quand on met le deux package, il y a des composants et il y a la redondance du code. Et vous avez pensé à ça? Il y a des classes que vous allez copier-coller de la V1 à la V2? Bah, si tu as deux livrables qui sont exécutés en même temps, on va dire que oui, tu auras une redondance inévitablement parce que tu as deux exécutables, en fait, tu as V1, V2 qui tournent en parallèle. Mais tu n'as pas une vraie duplication de code. Enfin, dans mon sens, parce que tu as deux exécutables qui sont en parallèle. Après, je veux dire, la duplication dans ce cas-là, ça te permet aussi d'avoir une isolation, d'avoir un découplage entre tes deux versions, de les rendre vraiment indépendantes. Et pour ce coup-là, je dirais que c'est peut-être préférable, quoi. Et en fait, on va parler un peu de la qualité du code et du sonar. Et comment ça se passe? Bah là, ça se passe plutôt pas mal parce que je te dirais que c'est deux branches différentes. Donc, vu que ton analyse elle est portée sur une branche, si tu prends sur Sonar par exemple, Sonar, tu as des branches, tu vas faire une analyse par branche. Bah, la duplication de code, elle porte que sur la branche. Hein. Oui, mais il s'agit du même projet. Donc, deux packages avec le même projet. Donc, oui. Sonar, quand il va passer son analyse, il va trouver deux classes identiques. Dans deux packages? Bah non, pas forcément, pas pendant le cas que j'ai présenté, quoi. Si tu veux, on pourra en discuter après, si tu veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Une dernière question? Nicolas? C'est bon? Attends, il y en a une autre. Quid de l'utilisation d'un middleware pour faire une conversion entre une version V2 et une version V1 pour éviter d'avoir... Ce que j'ai présenté sur l'API Gateway qui fait ça? Un peu ça, ouais. Mais plutôt côté du coup back-end. Avec un middleware, genre un ES... un ACL? Ouais. Ouais, moi je l'ai fait par le passé, ça n'a pas été... j'ai pas été transcendé, on va dire. C'est-à-dire que je préfère avoir vraiment une isolation que faire un routage très simple. Et ça permet de contrôler l'évolution de tes versions et surtout d'un point de vue opérationnel, ça facilite le travail, quoi. Et le fait d'avoir en plus ton middleware, si tu mets ton middleware qui fait la transformation, tu vas rajouter un couplage là, pas forcément au niveau des backends, au niveau du code, mais au niveau organisationnel. Et voilà, ça va rajouter de la complexité plus organisationnelle que technique, quoi. Mais c'est possible. Hein. Ouais. Pour l'adaptation, on va dire, d'une nouvelle feature côté V2, on est obligé d'aussi apporter le même développement côté V1 pour avoir un fonctionnement toujours fonctionnel. À un moment donné, ouais, si tu as trop...
Super, Bah, merci. Écoutez, je vais arrêter si là on a atteint la limite. En tout cas, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis là la journée. Somehow get the feeling I